Bonjour à tous. Moi je m'appelle Aurélien Gontier, je suis agriculteur dans le Loiret, donc tout à l'est du Loiret, puisque je suis en limite avec la Bourgogne. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la Bourgogne en fait. Je voulais commencer par remercier Monseigneur Blacard de m'avoir invité, euh, Éric de Moulin-Beaufort et Raphaël Cornu-Ténart pour m'avoir permis de prendre la parole à cette assemblée, et à tous les évêques de m'y accueillir. Je vais essayer d'être pas trop brouillon. J'ai pas l'habitude de faire cet exercice. Euh, donc, euh, je suis sur l'exploitation familiale depuis 5 ans. Donc, je travaille avec mes deux parents. L'exploitation, elle a été reprise par mon arrière-grand-père en 1949. Donc, au départ, il était fermier, comme tous les agriculteurs à cette époque-ci. Puis, la génération de mon grand-père a racheté la ferme, et la génération de mes parents a racheté les terres. Quand ils sont arrivés en 1949, mon arrière-grand-père a commencé à construire le premier bâtiment avec une vingtaine de vaches, et puis petit à petit ça s'est agrandi, et dans les années 80 il y a eu un gros boom comme un peu partout en France. Mon grand-père est passé à 80 vaches laitières et environ une centaine de vaches allaitantes, pour arriver en tout dans les années 90 à 650 animaux. Donc c'était énorme à l'époque, et aujourd'hui on est redescendu à environ 120 vaches laitières sur 140 hectares. Donc finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, nous, on l'a vécu très tôt, parce que mon grand-père était précurseur. Euh, les problèmes liés à l'environnement, les problèmes liés aux animaux, on les connaît depuis longtemps. Mais moi, depuis que je suis revenu, j'essaye de trouver des solutions palliatives pour mieux vivre. Et surtout, j'avais pas connu mon grand-père, mais j'ai vu la santé de mes parents se dégrader. Et je vois même, moi, à 25 ans déjà, parfois être très fatigué du travail que je fais. C'est pas la vie que je souhaite. Donc, j'essaie de trouver des alternatives pour mieux vivre dans mon métier. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, c'est un combat tous les jours avec mes parents, parce que eux, ils ont leur pratique habituelle, et puis moi, je bouleverse un peu tout, mais en même temps, face à l'urgence aujourd'hui qu'on vit, on est obligé un petit peu de faire quelque chose, parce que on a vécu là 3-4 années de sécheresse euh, qui ont été très difficiles pour l'exploitation. On n'a pas pu avoir assez à manger pour les animaux, on a été obligé d'acheter à l'extérieur, etc. Économiquement, ça devient difficile. Euh, il y a le chien qui m'embête, c'est pour ça qu'il se bouge. Euh, Moi, je suis un grand optimiste. Je dis toujours que ceux qui ont envie d'avancer, ils trouvent des solutions, et les autres des excuses pour surtout pas bouger. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, de vous donner des solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui en agroécologie pour se passer des engrais, des phytos, et répondre aux enjeux sociétaux. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, on est dans un grand trou qui, que, et les responsables, c'est la politique agricole commune et l'INRA depuis 20 ans, parce qu'on nous a orientés euh, pas du pas du bon côté de l'agriculture. Et surtout aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui changent les choses, c'est des agriculteurs qui sont innovants, et ça vient très rarement des travaux de l'INRA, qui sont encore très liés, à mon avis, aux firmes agro-industrielles, et font encore pas mal d'essais pour eux. Et ça m'inquiète un peu, parce que aujourd'hui, moi, je suis seul, j'ai du mal à trouver des organismes pour m'aider.
Je suis dans le Loiret, donc une région céréalière. Les mœurs sont difficiles à changer. On est très attaché à son système labour, semis, intrants. Mais en même temps, je critique pas les agriculteurs, ils ont chacun leurs problématiques, chacun leur histoire, et à mon avis, ils font tous comme bon leur semble. Le problème n'est pas là, le problème est que finalement, entre les attentes de la société et nous, les agriculteurs, il y a trop d'intermédiaires, et en fait, la parole qui nous revient, c'est pas la bonne. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire tous les jours, j'essaie de le faire dans mon quotidien. Chaque fois que je rencontre des personnes, c'est de discuter avec eux, euh, quelles sont quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent d'un produit. Et même, parfois, je les invite à venir sur la ferme, à leur expliquer pourquoi on fait comme ça. Et je me rends compte ils ont beaucoup d'idées reçues liées aux médias. Et quand on leur explique, ils comprennent. Et puis, ils comprennent la difficulté de la transition. Et donc, pour en faire le lien avec la présentation précédente, certes, il y a 300 millions d'agriculteurs qui travaillent encore à la main sur des petites surfaces, mais là, pour le coup, le problème en France, c'est l'autre partie, quoi. C'est la partie qui travaille avec des tracteurs, qui travaille sur des grandes surfaces. Et aujourd'hui, même moi dans ma situation, je suis face à un dilemme. Est-ce que je me lance dans la transformation? Est-ce que je laisse une partie de ma ferme à quelqu'un d'autre, ou je trouve du monde pour diversifier, ou alors je continue sur un modèle un peu plus raisonné en intrant, mais en même temps, finalement, si je vais pas au bout, je ne serai pas à satisfaire l'attente de la société. Et donc, ce qu'on se rend compte là, c'est que depuis 3 ou 4 ans, donc je disais, on vit des sécheresses assez importantes, mais c'est pas tant la sécheresse qui nous pose problème. On a quand même moins 40% d'eau en été, mais c'est surtout l'aptitude des sols à survivre à cette sécheresse. Et quand je discute avec les anciens du coin, je me rends compte que même eux, qui font encore un peu de jardin, me disent on n'a jamais connu ça. Même on nous parle de la sécheresse de 75, de tout un tas d'années qui ont marqué les gens. Mais là, l'épisode qu'on vit, c'est assez inédit. Enfin, en tout cas, dans notre région, nous, de juin à septembre, là, quasiment pas une goutte d'eau. C'est très difficile en agriculture, parce que on récolte ce qu'on a semé, mais on peut rien faire derrière. On attend, et puis d'un seul coup, il se met à repleuvoir des quantités d'eau infernales. Et à mon avis, c'est que le problème qu'on a, c'est que les sols ne sont plus nourris correctement. Moi, je m'en suis rendu compte avec les aliments qu'on donne au bétail. Je me suis intéressé aux valeurs de calcium, de phosphore, enfin, d'oligo-éléments. Et je me suis rendu compte que quand je prenais les tables de l'INRA des années 80, où ils avaient analysé tous les aliments pour voir comment construire des rations de vaches laitières, ou des rations pour les animaux en général, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand j'analyse mes fourrages, au lieu d'avoir 3 de calcium, j'ai 1,5, et pareil pour le phosphore. Donc ça veut dire que je devrais donner 2 fois plus d'aliments pour avoir la même chose, mais les vaches sont pas capables de manger 2 fois plus, c'est pas possible. Et on peut transposer facilement ça à ce qu'on mange nous les humains, parce que c'est la même chose. Si les sols s'appauvrissent pour les vaches, c'est la même chose pour nous. Et ça, c'est principalement dû, à mon avis, au travail du sol. Donc,
certes, on pratique le travail du sol depuis des millénaires. En fait, avant, avant, on avait des chevaux, des arrières, des petits outils qui travaillaient peu profond, donc on n'avait pas ces conséquences, et puis on produisait moins, on mettait les animaux sur les parcelles, enfin, tout un tas de choses qui faisaient qu'on ne se rendait pas compte de l'impact, mais à mon avis, il y avait déjà des petits problèmes d'érosion, des petits problèmes de, de, de perte de sol, mais c'était vraiment pas important par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les gros tracteurs, on fouille de plus en plus creux, on passe 50 fois en été, on sait même pas pourquoi. Et, et donc on se rend compte que quand il y a une grosse pluie, tout notre sol il part dans les rivières sont toutes marrons. Enfin, on voit la catastrophe qu'il y a eu là dans le sud-est de la France il y a peu de temps. Bon, ça, on peut pas accuser que les agriculteurs parce qu'il y a aussi l'artificialisation des sols, enfin il y a tout un tas de choses qui a créé cette catastrophe, mais à mon avis, les sols sont capables de retenir beaucoup plus d'eau qu'ils ne font aujourd'hui, et, et principalement grâce à la vie et aux mycorhizes. Les mycorhizes, les champignons et les bactéries, comme nous le disait l'intervenant précédent. D'ailleurs, j'avais pris une bêche parce que je pense que vous n'êtes pas tous du milieu agricole. Je vais prendre une motte de terre là juste derrière moi pour vous montrer comment ça se passe dans le sol, et vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a tout un univers en dessous qui travaille toute l'année, qui laboure la terre pour nous gratuitement, sans énergie fossile, sans, sans avoir besoin de congés payés, sans rien. C'est magnifique. Donc, je vais prendre une motte de terre. Donc là, je suis dans une parcelle de métail, ce qu'on appelle. En fait, derrière mon blé, j'ai semé une graminée, une légumineuse. Donc, pour moi, c'est la base, ça. C'est vraiment... l'association entre les deux est vraiment indispensable en agriculture. Et quand je vois que le pape, dans sa dernière encyclique, nous dit... Jésus a dit vous êtes tous frères, et nous parle de, de fraternité. En fait, la fraternité elle commence dans le sol. En fait, c'est le lien entre les plantes, les échanges entre les champignons, les êtres vivants, tout ça, ça grouille de fraternité en fin de compte. Et on peut même aller plus loin. On peut même dire que l'inégalité et la pauvreté sont aussi présents en agriculture, parce que sont aussi présents dans les sols, parce qu'on ne met pas une plante dans la même situation si on la cultive en labo ou si on la cultive en semi-direct. Enfin, il y a vraiment un truc profond là-dedans qu'on n'étudie pas. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, on a... Attendez, je vais prendre juste cette motte-là. Là, tout ça, là, ça, c'est les vers de terre qui ont remonté ça à la surface. Donc là, j'ai un petit bout de 10 cm². Donc c'est fou ce qu'ils sont capables de faire sur 10 cm². Donc si vous extrapolez ça à un hectare, c'est gigantesque. Là, là, vous avez un trou de vers de terre. Et les racines, hop. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai semé il y a à peine un mois. Donc on voit bien les racines qui descendent. Et on voit bien que c'est que la quantité de racines est liée à la méthode d'implantation et au non-travail du sol, parce que si, il y a un ver de terre ici, un petit, parce que les racines se développent beaucoup plus en fait dans un travail de non-travail, dans un système de non-travail du sol qu'en système labour. Donc pour en revenir à la parcelle, oui. J'ai mis ça derrière un blé et avant un maïs l'année prochaine. Et en fait, celui qui ne serait pas éleveur pourrait faire la même chose, mais en général, il n'a pas trop d'intérêt de le faire. Donc, soit il le fait, mais à moindre coût, et du coup, ça n'a pas le même effet, mais il va laisser son sol à nu jusqu'à l'année prochaine. Donc,
il perd 150 jours dans l'année de production. Il pourrait, mais parce que en fait, il a aucun intérêt à faire ça puisqu'il va pas le récolter. Enfin, dans sa tête, il a aucun intérêt. Mais il a tout intérêt à le faire pour nourrir le sol. En fait, c'est ça qu'on a oublié, c'est que il faut d'abord nourrir le sol pour ensuite se nourrir. Et j'aime beaucoup l'intitulé de la rencontre, nourrir le sol et se nourrir, parce que à mon avis, on peut pas se nourrir sans nourrir le sol, c'est impossible. Et même, j'irais plus loin, je dirais que si on nourrit correctement le sol en amont, bah en fait, on n'a pas besoin d'engrais derrière. On va se passer de tout ça. Donc, et en produisant plus, à mon avis, parce que il faut pas opposer science et agroécologie. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la génétique des plantes et, on a des potentiels génétiques énormes surtout sur le blé parce que et le maïs, c'est les deux cultures principales. Et donc on les atteint pas en fait. Dans les années 80, on a un potentiel génétique d'environ 10 tonnes hectares. Aujourd'hui, sur sol non travaillé, on arrive à presque 20 tonnes en fait. Donc et pourtant on fait encore en moyenne 8-9 tonnes en France. Donc ça traduit bien le malaise des sols. C'est que en 30 ans, on fait les mêmes rendements, mais le potentiel génétique a doublé quasiment. Aurélien, il vous reste 5 minutes, juste pour Oui, info. oui, oui. Donc, je vais profiter de ces 5 dernières minutes pour essayer de vous faire une question ouverte. En fait, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, par rapport à ces problématiques agroécologiques. Donc, je vais vous faire un petit témoignage de ce qui se passe dans ma paroisse. Alors, moi, j'anime les journées patronage. Donc, j'ai la chance d'avoir un nouveau prêtre jeune, dynamique. Donc, ça a on s'est tout de suite bien entendu. Et du coup, il m'a proposé d'animer ces journées. Donc, avec les jeunes, je leur ai appris à faire du beurre, à faire du cidre. Enfin, c'est incroyable la demande qu'il y a. Qu'en fait, ils sont à 200% les jeunes pour ça. Et par l'intermédiaire de ces rencontres, j'ai discuté avec les parents, avec d'autres paroissiens. Et, et quand on lance le sujet de l'agroécologie, et ben tout de suite, les gens ont plein de choses à dire. Bon, c'est vrai que il faut être assez ouvert parce qu'on nous attaque tout de suite sur les produits phyto, quand vous passez avec vos gros engins, qu'est-ce que vous mettez. Bon, euh, mais quand on va un peu plus loin dans la discussion, bah, on se rend compte qu'il y a une grosse attente. Et là, ce qu'on essaie d'organiser, c'est des rencontres avec les paroissiens et d'autres agriculteurs, si possible, pour vraiment parler d'agroécologie. Et il y a vraiment une réelle demande, j'insiste bien. Je pense que vous pouvez, vous, être moteur de ces rencontres et peut-être faire intervenir peut-être des spécialistes, parce que bon, suivant les régions, vous n'allez peut-être pas trouver d'agriculteurs très motivés au premier abord, en tout cas, pour discuter de ça. Mais je pense que vous pouvez être force de proposition là-dessus. Et moi, j'avais une autre idée. C'était dans les grandes villes. Je pense qu'on pourrait essayer de faire des marchés après la messe le dimanche et proposer aux agriculteurs de venir vendre leurs produits, ou ceux qui font pas de vente directe de venir faire un stand pour discuter. Enfin, faut quand même qu'il y ait du monde, mais ça, ça peut être un bon point de départ. Et moi, j'ai envie de vous dire, bah, en fait, si vous voulez, vous êtes les bienvenus chez moi. Je suis prêt à tous vous accueillir, à vous expliquer ce que je fais, à quelles problématiques je me confronte. Et j'espère que d'autres agriculteurs seraient prêts, un peu partout en France, à accueillir les paroissiens pour pouvoir discuter de ça. Moi, en tout cas, je suis prêt à le faire. Et surtout, je voulais revenir sur ma rencontre avec le pape, en fait, où il nous a dit
Il nous a dit le plus important, c'est le triptyque tête, cœur, main. Donc, on réfléchit avec notre tête, on agit avec notre cœur, ça passe par notre cœur et on agit avec nos mains. Et moi, là, depuis 2 mois, là, ça a vraiment été un déclic chez moi. Je vais assez souvent voir mes parcelles, ce que je vois peu d'ailleurs chez les autres agriculteurs. Ils arrivent avec leur tracteur et ils font les choses. Bref. Et donc, à chaque fois que je vais voir mes parcelles, j'essaye de ressentir les choses et il se passe des choses en fait. Il faut juste essayer de réveiller ce don qu'on a oublié, mais tout le monde peut le faire. On le voit beaucoup avec les gens qui vont en forêt chercher de l'apaisement. Et ben c'est pareil avec nos cultures en fait. Si on leur parle, si on essaie de comprendre ce qui se passe, et ben tout se passe mieux et on fait les bonnes choses. Voilà.